Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on continue notre lancée pour cette troisième semaine consécutive concernant le fameux Zine Quest. Et oui, pour les gens qui ne le savent pas et qui n'ont pas écouté mes vidéos précédentes sur le sujet, le mois de février est ce moment de l'année où plusieurs créatrices et créateurs partout dans le monde lancent des projets sur différentes plateformes, que ce soit Kickstarter, BakerKit ou autres, dans le but de faire financer leurs zines, leurs petits jeux de rôle. Mais autant il y a des petits projets plus indépendants et très personnels, autant il y a quand même des gros projets qui sont lancés pendant le mois de février. Et ainsi, j'ai décidé de débuter cette série de vidéos dans lesquelles je présentais mes quelques coups de cœur parmi les nombreux, en fait, produits qui étaient présentés. Il y en a vraiment une grande quantité et c'est peut-être un peu difficile de s'y retrouver. Donc, si vous êtes curieux et curieux, allez voir les autres vidéos que j'ai faites à ce propos. Tout de même, il faut que vous soyez conscient. C'est fort possible que les projets qui ont été présentés dans les vidéos précédentes sont maintenant terminés puisqu'ils ont un temps limité. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être à jour avec ces dites vidéos. Mais parfois, il est possible de soit faire un financement, un late pledge, comme il appelle, où est-ce que vous financez après la fin de la campagne, ou peut-être même que la campagne est encore en cours. Mais, quoi qu'il en soit, nous continuons notre exploration avec le premier projet de la semaine, Bug Borg. Eh oui, Bug Borg. Alors que Morborg se fait à toutes les sauces. Bug, ça se dit tellement mal. Bug Borg est un jeu de rôle sur table compatible avec Morborg, dans lequel vous allez incarner des insectes. Et souvent, je le dis que je trouve que Morborg est peut-être un peu à toutes les sauces. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés qui servent un peu à réinventer le genre ou tout simplement à vouloir surfer sur la vague et parfois, je trouve que ça tombe plat ou du moins que c'est peu original. Mais Bugborg a quelque chose que je trouve quand même assez plaisant parce que la prémisse, ou du moins la mise en place qui est proposée est très différente de ce qu'on peut voir. C'est que vous incarnez, comme le dit le titre, un insecte. Vraiment dans le contexte très Morborg-esque. Vous débutez votre vie d'insecte comme un tout petit stuff, vous allez éclore, vous allez être une petite larve, avec une bonne dose de cran et de courage, de savoir-faire, vous allez pouvoir devenir quelque chose de vraiment merveilleux et devenir un grand insecte complet et bien dangereux. Parce que oui, le monde dans lequel vous évoluez est dangereux. Donc, vous devez faire preuve de force ou de rapidité, utiliser vos mandibules, votre poison, votre venin, peut-être même de l'acide pour pouvoir réduire à cendre vos ennemis et ainsi aux côtés des autres compagnons insectes avec lesquels vous devez collaborer puisque le monde dans lequel vous évoluez est très dangereux. Eh bien, vous tentez de survivre au jour le jour grâce à Bugborg. C'est pas mal ça. En fait, il n'y a pas vraiment compliqué en soi. Il y a 10 espèces possibles à jouer. Il y a des mécaniques pour gérer la nourriture, la reproduction. Il y a plusieurs ennemis qui sont présentés, comme des insectes qui sont beaucoup plus gros que vous. Il y a la possibilité de choisir différentes options à mesure que vous montez de niveau, entre parenthèses, ou que vous développez des nouvelles capacités d'insectes. Ça révolutionne pas le genre, ça révolutionne pas la roue du monde du jeu de rôle, mais dans mon sens, je trouve que c'est une itération intéressante de Morborg, alors que jouer un insecte ou jouer un lépreux à Morborg ont autant l'un et l'autre autant de chances de survie en quelque sorte. Donc Bugborg, intéressant. Le visuel est correct, c'est souvent du duotone, couleur, juste deux couleurs avec des photos qui ont été un peu truquées. Il y a moins de montage flyé ou très très tape à l'œil à la Morborg, mais il y a quelque chose qui vient me chercher. Je serais très 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 curieux de l'essayer, même que c'est sûr et certain que je vais l'essayer parce que je trouve que ça sort des sentiers battus, ça sort de mes pantoufles, faire jouer des insectes à des gens et les lancer dans un monde. Tu sais, c'est même pas comme... C'est pas des insectes anthropomorphiques là, où est-ce que vous transportez, vous avez des armes. Non, vous êtes littéralement comme une grosse bestiolette qui marche sur vos six pattes et vous tentez de vivre au jour le jour. Il y a peut-être juste le côté où est-ce que vous devez collaborer avec d'autres insectes pour qui est un peu, on va dire, au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre d'un insecte normal. Mais je suis curieux. Donc, Bugborg. On continue avec Shrine, Site of Reverence and Power, qui est un très beau zine imprimé en risographie. Une méthode d'impression que j'ai expliquée lors d'une vidéo précédente, dans laquelle il y a différents lieux, des endroits de pouvoir qui sont expliqués. Le tout est agnostique, donc ce n'est pas associé à un système spécifique ou à des mécaniques spécifiques. Il y a des détails techniques qui sont vraiment, on va dire, plus
sous-entendu, alors que le côté narratif est vraiment plus mis de l'avant. Fait que vous jouez à la 5e édition ou à tout autre jeu de rôle, peu importe, un tant soit peu médiéval fantastique, Shrine, Site of Reverence and Power pourrait tomber dans votre tasse de thé. C'est très beau. Je trouve que ça a vraiment une qualité visuelle très intéressante. Les personnes qui ont travaillé sur l'ouvrage se sont inspirées de vrais, on va dire, de vrais lieux, de vrais endroits, que ce soit en Inde ou au Népal, via en fait des consultations culturelles auprès de différents érudits monastiques tibétains, entre autres. Il semblerait, en tout cas, c'est ce qui est mentionné dans la campagne de surfinancement. Donc, ça va apporter une certaine importance à la mythologie et aux pratiques culturelles de différentes croyances, dont entre autres le bouddhiste himalayen. Et donc, on s'éloigne beaucoup du fameux fantasy eurocentrique. Et ça, pour ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, en plus des lieux qui sont présentés, vous avez aussi des outils qui vont vous permettre de générer vos propres lieux de pouvoir, de croyances, avec leurs rites, les visiteurs qui peuvent les visiter et tout autre détail qui vont favoriser l'atmosphère du lieu en question. Et même si on dit qu'en soi, l'ouvrage est agnostique, il y a quand même quelques prémices de capacité ou de pouvoir qui peuvent avoir une influence sur le système de jeu que vous allez employer. Parce que ce n'est pas seulement une description des lieux en question. Pour vous donner un exemple, il y a des lieux que si vous les visitez, que vous dormez là, eh bien, vous allez faire des voyages astrales pour aller vous promener puis découvrir d'autres endroits avant de revenir dans votre corps. Donc, il y a un petit apport quand même mécanique, narratif, au-delà d'une simple description d'endroits intéressants, ce qui est, à mon sens, un plus. Donc, je rappelle le nom, le Shrine, Site of Reverence and Power, en plus imprimé, comme je l'ai dit, en risographie, c'est de toute beauté, j'en suis persuadé. Et on continue avec un prochain projet, H2O Apocalypse, un fanzine compatible avec DCC sur le thème du surf punk et de la piraterie dans un monde englouti. C'est sûr que j'allais en parler au moins une fois à chaque année lors du ZineQuest. Il y a plein de projets qui sont compatibles avec Dungeon Crawl classique, d'ailleurs traduit en français chez Aquileos. Et bien cette année, c'est H2O Apocalypse qui est venu attirer mon regard pour plein de raisons. Surtout son thème, où, imaginez, on n'est pas dans du médiéval fantastique classique, c'est un monde apocalyptique, un futur post-apocalyptique, où les calottes glaciaires ont fondu et ont submergé la Terre, les riches en ont profité, le désastre s'en est suivi, et vous maintenant aujourd'hui vous jouez un survivant dans ce monde désolé, à la recherche de trésors et de lieux enfouis en dessous des eaux pour trouver des technologies d'antan et ainsi devenir peut-être le prochain roi de ce monde aquatique, et tout ça à la sauce punk surf. Donc, des illustrations de gens qui font du surf et qui se gunnent dessus avec des fusils ou qui se battent à l'épée, des punks qui font des signes du devil en faisant justement un triple backflip en surf. Tout ça, c'est très DCC-esque. Ça vient beaucoup me chercher. Ce sont on va dire, une ambiance que j'adore. Le zine va proposer une nouvelle classe qui s'appelle l'hydropunk. Il y a également aussi des nouveaux Mighty Deeds qui vont être proposés pour le guerrier. C'est parce que le guerrier dans DCC a la capacité de faire des prises, des manœuvres de combat plus extraordinaires les unes que les autres, et il va en avoir des nouvelles dans ce zine-là. Il va y avoir des nouvelles mécaniques également. Il va y avoir des règles pour gérer l'état d'ébriété, des nouveaux tableaux et une aventure complète qui va être aussi proposée. Donc, beaucoup de choses pour un tout petit zine qui parle de surf, punk puis de post-apo. Fait que c'est 3 choses que je trouve que ça va très bien dans DCC. J'adore ça. C'est sûr et certain qu'il fallait que j'en parle. Le prochain projet, je vais en parler très brièvement parce que j'avais déjà abordé le tout dans une autre vidéo sur mes découvertes du mois. J'avais lu le guide d'introduction. J'ai hâte de voir en fait le projet dans son ensemble. Il s'agit en fait de Meatheads, qui est maintenant en campagne de socio-financement. C'est un jeu de rôle médiéval fantastique, OSR, dans lequel vous allez incarner des gens costauds et absolument pas des magiciens. En soi, côté mécanique, Meatheads va se baser sur Chainmail de 1971, le vieux jeu, original Donjons et Dragons de 1974, du White Hack de 2023 et de Troika de 2019. C'est un jeu old school qui va utiliser plein de stocks autour de lui, qui va comme compacter ça pour donner Meatheads. C'est de l'exploration de donjons, c'est du dungeon crawl, aller taper sur des monstres, aller se battre contre des créatures beaucoup trop fortes contre vous, mais sans magicien. Parce que c'est un peu ça le concept, c'est un peu ça le gag, ou du moins la thématique autour, c'est que vous jouez du monde musclé, vous jouez des gens qui veulent tout simplement aller taper sur la face de d'autres créatures sans utiliser de magie.
Et c'est c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup le ton, en fait, du guide d'introduction. C'était très drôle à lire. C'était très stimulant. Ça veut vraiment comme aller jouer sur le fait d'être quelqu'un qui va faire des prises de lutte, des manœuvres martiales pour pouvoir battre son ennemi. Et du fait qu'on peut avoir l'impression, on se dit, mon Dieu, on est tous un peu juste des espèces de gros goons qui vont aller taper dans des faces de des monstres. On va pas tous un peu se ressembler. Eh bien, non. Parce que justement, les mécaniques font en sorte que vous allez avoir des capacités qui sont très propres à vous pour mettre à terre vos adversaires, et tout le monde a un peu sa personnalisation qui est très libre en soi selon les hauts faits que vous souhaitez accomplir. C'est un peu comme ça que vous allez monter de niveau. C'est très intéressant, j'aime beaucoup ça. En fait, j'aime beaucoup c'est un rétro-clone de D&D, on s'entend, OSR, très old school, mais tout de même qui va apporter une certaine saveur et une certaine thématique différente, et ça, je trouve ça très honorable de leur part, en fait, de la part de l'auteur. Donc, Meatheads, si jamais vous êtes un peu plus dans le old school, vous filez jouer quelqu'un de très costaud, avec des gros muscles, qui va étouffer un gobelin en dessous de son bras pendant que de son autre main, il va essayer d'étrangler pour moi un guignol, eh bien, ça pourrait vraiment être pour vous. En plus, ça a l'air très beau, les illustrations sont super belles, il y a des aventures qui sont à débloquer, qui vont être incluses également dans le livre de base. C'est vraiment un seul livre, vous n'avez pas besoin de rien d'autre pour jouer, et après, avec ça, ben, vous pouvez transférer d'autres modules de d'autres jeux OSR à Meatheads au besoin. Pour moi, c'était gagnant-gagnant. Je suis vraiment très curieux de voir la suite. Le prochain projet, il s'agit de Sluggish Morse de Tabletop RPG. Je l'ai gardé vraiment pour la fin parce que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment particulier. Je ne pense pas que ça va attirer énormément de rôlistes que ça, de convaincus. Encore moins dans la francophonie. Déjà que je pense pas que dans le monde anglophone, ça va être si wow! Je m'attends à ce que la réduction de clientèle soit encore plus prenante dans la francophonie, mais je trouve ça intéressant, je peux le mentionner, je trouve ça curieux. J'ai hâte de voir comment ça peut se jouer concrètement. En gros, c'est un jeu de rôle à narration partagée. Un peu tout le monde peut avoir le rôle de maître de jeu, de joueurs et de joueuses. Et ça se déroule dans un contexte, dans un futur qui va aborder des thématiques en lien avec la psychologie, la philosophie, la sociologie, l'espace-temps, la fin des temps. Et c'est basé sur des jeux vidéo indépendants, parfois énigmatiques, loufoques. Tu sais, les vieux jeux de Super Nintendo, Commodore, où vous savez pas trop qu'est-ce que vous jouez, vous savez pas trop non plus contre quoi vous vous battez. Et c'est aussi basé, semblerait, sur les écrits de William Burroughs et sur la fondation de Isaac Asimov. Il reste à voir comment est-ce que concrètement ça paraît. Vous allez endosser le rôle des créatures, des êtres d'un futur très lointain qui vont aller inspecter des failles temporelles, des situations au-delà de la compréhension humaine, des paradoxes, des forces psychiques. Vous allez, en fond, vous promener dans l'espace et aller visiter des lieux, des endroits pour voir un peu comment se déroulent certains paradoxes, certaines incongruités dans le déroulement du monde. Et plus vous allez creuser profondément, plus vous allez prendre conscience qu'il y a des forces plus grandes en jeu. Ce n'est pas seulement une observation, il faut aussi également agir. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez... je ne sais pas trop comment le dire. Au final, vous pouvez incarner ce qu'on appelle un fleshropod ou un slim ou un zardlul. On dirait que j'invente des mots. Et c'est même pas une blague. C'est vraiment ce qui est mentionné dans la campagne de financement. Vous pouvez, dans le fond, incarner des espèces de créatures qui ressemblent à des hologrammes, des bobots ou des blobbits. C'est comme ça. On dirait que je fais juste comme... On dirait que c'est moi qui veux comme juste nommer des personnages à mesure qu'une partie avance puis que j'invente, là. Mais ce sont des différentes configurations que vous pouvez avoir pour votre être du futur. Il y a 150 professions que vous pouvez avoir pour votre personnage, que ce soit un espèce de... Il appelle ça un psychotimétricien qui peut en fait mesurer les résidus en dehors de la réalité physique, ou un vaporizer qui peut, dans le fond, se déplacer d'une dimension à une autre. Il y a plein de trésors qui sont proposés. Il y a... on dirait que j'invente. On dirait que j'invente un jeu pendant que je parle. Mais en même temps, c'est ce qui m'attire. C'est ce que je trouve intéressant. Et aussi également, très cool, le visuel. Le visuel, c'est vraiment de l'espèce de... Comment je pourrais dire? C'est comme de la pâte à modeler. C'est de la pâte Fimo, des petites créatures, des petites figurines qui sont en photo avec un certain visuel. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ou ça donne cette impression-là, mais c'est l'effet qui est rendu. Donc, très curieux. Je ne sais pas si c'est bon. Je comprends même pas trop, en fait, qu'est-ce que je lis. Mais je suis vraiment intéressé à au moins avoir des retours si des gens le financent ou si des gens ont la possibilité de jouer. Ça va utiliser un système basé sur des 6d6.
construit autour de 6D6. Vous allez lancer 6D6 et éventuellement, il y a une mécanique qui est associée à ça. Reste à voir quoi, mais c'est ça. Tous les liens de tous les projets que je viens de présenter sont bien sûr dans la description de la vidéo. Sluggish Morse, c'est pas ma fin, inquiétez-vous pas. Je l'ai au moins mentionné parce que il y a un projet présentement qui est sur BakerKit, qui n'est pas sur Kickstarter, et c'est la réimpression de Purple Planet, qui est un gros module très emblématique pour DCC. Et j'en avais déjà parlé préalablement dans une autre vidéo parce que Purple Planet, la version de base, a été financée en français par Akileos et qui va sortir bientôt. Mais là, la version anglaise, il y a comme une espèce de réimpression qui se fait avec plein de nouveaux modules, plein de nouvelles affaires, des nouvelles aventures, des tables aléatoires, des options de personnages en plus, tout en lien autour de la Purple Planet. Et ils vont aussi également, ce n'est pas seulement Goodman Games, dans le fond, la boîte, la production en anglaise qui s'occupe de ça, il y a aussi d'autres créateurs indépendants qui sont embarqués dans le projet et qui vont proposer justement des suppléments et des aventures et tout ça. Et Purple Planet, bien pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu ma vidéo à ce sujet, bien c'est du science fantasy, du space fantasy un peu à la John Carter sur Mars, un peu à la Flash Gordon, où est-ce que, dans le fond, oui, vous battez à l'épée, mais vous battez à l'épée sur notre planète, alors qu'il y a des gens qui vont avoir des fusils laser, mais il y a également aussi des gros vers de terre géants qui vont venir vous attaquer. Bref, c'est très flyé, c'est très cool, pour vrai. C'est vraiment chouette comme module, comme ambiance, comme... en fait, c'est très DCC-esque. Et je suis vraiment content de voir Purple Planet revenir parce que le module en anglais n'était plus disponible. Si jamais vous n'avez pas financé la version française et que vous êtes très à l'aise avec le monde anglophone et la langue anglaise, eh bien vous pouvez participer à cette version-ci qui va être publiée, qui est financée sur BakerKit, qui va être publiée éventuellement. Et là, vous pouvez aussi participer pour avoir plein les autres goodies, comme on dit, les autres suppléments en plus, et pas seulement le livre de base, mais que même si vous avez seulement celui-ci, il vaut amplement la peine. Parce que là-dedans, vous avez la présentation de la Purple Planet, la planète pourpre. Vous avez les options de personnages, des aventures de base. Vous avez des nouvelles races, des nouveaux ennemis, parce que oui, la planète pourpre, elle est habitée. Et ça ouvre, en fait, un tout autre pan, une toute autre dimension, univers à DCC. On n'est pas seulement dans du médiéval fantastique sur une planète très semblable à la Terre, on va dire, entre parenthèses, mais on est vraiment plus dans le flyer de l'espace infini. Et ça, j'aime beaucoup ça. Donc, hey, c'est ce qui conclut en fait cette troisième vidéo. Je ne le sais pas s'il va y avoir une quatrième. Pour vrai, je pense pas. Je pense que vraiment c'est ce qui conclut parce que je commence à en faire le tour. Je l'ai dit dans une autre vidéo, puis je vais leur dire un peu dans celle-ci, c'est pas ma plus grosse année en termes de zine, en termes de projets financés. C'est pas l'année où il y a le plus de choses qui ont attiré mon regard. Et je serais curieux de savoir de votre côté s'il y a des choses qui vous ont vraiment taper dans l'œil des choses. Qu'est-ce qui vous a le plus en fait convaincu? C'est quoi le projet du ZineQuest, du mois des zines qui vous a le plus impressionné, qui vous a le plus attiré? Dites-moi là en commentaire, j'aimerais ça le savoir. Je suis pas non plus blasé, là, je suis pas négatif, c'est vraiment juste parce que je me rends compte que c'est pas ma plus grosse année, contrairement à, je pense, 2021, où j'ai vraiment été, ça a vraiment coûté cher, j'ai un peu regretté. C'est peut-être aussi, peut-être que je m'assagis, peut-être que je deviens plus sage avec le temps. Je deviens un genre de vieux monsieur un peu plus conservateur qui est assis dans mon petit berceau, qui espère seulement jouer à des jeux tout en lisant des petits ouvrages indépendants. Et là, je commence à déraper. Je me sens un peu comme dans une game de Sluggish Morse. Je peux le dire jusqu'à la fin de ma vie, ce jeu-là. Sluggish Morse. Si vous le baquez, c'est aussi le savoir. Fait que, hey, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.